Ok, donc on m'entend. Donc bonjour, je m'appelle Nicolas Roire. Je vais vous parler de la WebView sur Android et un petit peu de WebKit et de tout comment marche ensemble. Juste rapidement, combien d'entre vous ont déjà utilisé la WebView? D'accord. Donc s'il y a des problèmes, en fait c'est ma faute. Vous pouvez me retrouver et aller me taper après là. Mais attendez quand même la fin du slide. Alors, donc je vais vous parler un petit peu de WebKit en général, de l'architecture, puis nous ce qu'on a fait pour l'utiliser, le rendu en logiciel, c'est ce qu'il y avait en fait jusqu'à Gingerbread sur Android, et depuis Honeycomb on est complètement, on utilise une architecture accélérée, et puis je vais expliquer un petit peu, disons qu'il y a quelques bonnes astuces à utiliser pour avoir un affichage aussi rapide que possible. Donc WebKit, bon, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est une librairie qui permet de prendre un site web, les ressources, etc. et de générer une page, en fait, basiquement, de générer une image de cette page. À l'origine, ça vient de KDE, qui est un projet de logiciel de desktop libre sous Linux. Et ça a été récupéré par Apple, qui l'ont pris, qui l'ont quand même énormément amélioré, et qui ont sorti ça comme projet libre. Enfin, ils n'avaient pas trop le choix non plus. Et le tout encapsulé dans un framework qu'ils ont appelé WebKit, qui permet d'utiliser directement ce composant web sous Coco sur Apple, sur macOS. Et ils ont utilisé ça pour sortir Safari. Et depuis, en fait, le fait que ce soit un très bon moteur de rendu, qui marche bien, qui soit bien compatible avec les sites existants, ça a permis beaucoup d'entreprises ont pu prendre ce moteur et l'utiliser et l'embarquer dans leur propre plateforme. En particulier sur mobile, c'est vrai que la plupart des systèmes d'exploitation mobiles utilisent une WebView qui est basée sur WebKit, à part Microsoft qui utilise Internet Explorer. Et puis même sur le bureau, avec l'apparition de Chrome et Safari qui a quand même gagné pas mal de parts de marché, il y a énormément de navigateurs qui utilisent WebKit. Donc en fait WebKit, c'est une librairie, mais il y a pas mal de parties de cette librairie qui dépendent de la plateforme. Donc WebKit définit des choses de façon abstraite, et quelqu'un qui veut prendre WebKit et l'utiliser sur sa plateforme va devoir réimplémenter tout ce carré rouge, la plateforme, et en fait c'est ça concrètement qui va faire que les pages seront affichées. Et c'est pour ça que même si tout le monde utilise WebKit, les implémentations diffèrent assez sensiblement. Donc l'approche basique, c'est que WebKit va se charger de télécharger, de lire toutes les ressources, va les exécuter, va exécuter le JavaScript. Alors, par défaut dans WebKit, c'est exécuté par un moteur qui s'appelle JavaScript Core. Sous Chrome et sous Android, c'est un moteur qui s'appelle V8, qui est assez rapide. Et le tout va générer une image qu'on peut afficher en tant que page web. Alors, le problème de ce genre d'architecture, donc c'est une architecture classique de rendu logiciel, mettons que vous avez votre page web, donc un grand rectangle, et vous avez donc ce qu'on appelle le viewport, qui est simplement en fait la partie de la page web qui est visible. Si vous vous amusez à scroller, ça va découvrir une partie de la page qui n'a pas encore été peinte, et il faut repeindre ça. Il y a un autre truc qui est assez sympa avec WebKit, ça a été rajouté, je crois que ça commence peut-être en 2008-2009, par des ingénieurs de chez Apple, c'est les CSS, et ça permet ce genre de choses. Donc là, c'est sur une tablette Zoom. En gros, ça permet d'appliquer des transformations 3D sur des éléments. Bon, on peut faire des choses comme ça. Là, c'est fait avec des animations dans WebKit directement. On indique ces animations comme des animations CSS. Et ça va animer les éléments. Donc ça permet de faire des jolis websites. Mais moi, ce qui m'intéresse surtout là-dedans, et à l'origine c'est pour ça que ça m'avait intéressé de les implémenter, c'est qu'on peut faire des choses bien plus sympathiques. Donc par exemple, de base, on a une page web, et cette page web, elle est sur une surface, moi je l'appelle la base surface, c'est-à-dire c'est vraiment le truc en bas, et c'est cette surface qu'on peint. Si on s'amuse à utiliser les layers, on peut prendre certains des éléments de cette page et les mettre sur leur propre surface. Donc là, dans cet exemple-là, on a une vue en haut qui est une vue vidéo, et une vue en bas qui en fait, c'est sur le site du New York Times,
Et cette vue en bas, elle permet de scroller. Donc, si on les enlève de la base surface, on les met sur leur propre surface. Et par exemple, vous voyez bien que cette vue qui scrolle, en fait, elle est vachement plus grande que ce qu'on voit. Mais en étant sur sa propre surface, on peut rajouter un clipping rect. Et on a effectivement la même chose que ce qu'on avait en logiciel, en rendu logiciel. Mais le fait que ce soit sur sa propre surface, on peut animer tout ça de façon beaucoup plus rapide. On n'a pas à faire toute cette invalidation software. Et ça permet une interaction bien plus fluide. Donc, avec ce genre d'architecture, en fait, on a un arbre de rendu qui ressemble à ça. On a cette base surface, on a un objet layer root qui va contenir tout l'arbre des composited layers. Donc là, dans cet exemple, on a juste une vidéo et une surface accélérée avec un clipping layer. Donc layer, ça permet de prendre ces éléments-là, de les mettre sur leur propre surface. Ça permet du coup de... En général, ces surfaces-là sont implémentées à travers une carte graphique, simplement comme des textures OpenGL. Mais s'il y a un truc que les cartes graphiques savent bien faire, c'est bouger des quads qui utilisent des textures. Donc ça permet un redessin bien plus rapide. Et au bout du compte, nous, ce qui est intéressant, c'est de donner ça à l'utilisateur pour que l'utilisation du page web soit la plus fluide possible. L'autre truc qui est bien, c'est que ça permet de prendre des éléments comme une vidéo ou un plugin, qui à l'origine, WebKit ne connaît pas plus que ça ce qui va se passer dedans, les insérer en tant que leur propre surface dans l'arbre de rendu, et du coup, c'est intégré correctement. Donc ça permet par exemple de rajouter des éléments HTML au-dessus, par exemple, d'un plugin Flash ou d'une vue HTML5. Donc en gros, c'est cool. Alors, l'architecture sur Android, c'est bon, jusqu'à où on est compte, c'est basé sur du software. Et on utilise une méthode, que je vais expliquer, qui, grosso modo, ça correspond un peu à avoir une représentation vectorielle de la page. Donc, si je rappelle un petit peu l'architecture WebKit, en fait, ce qu'on a jusqu'à Gingerbread, on demande à WebKit de nous générer, de peindre cette page, mais au lieu de peindre directement dans un bitmap, on génère un objet qui s'appelle un picture set, qui en fait est un ensemble de pictures. Et qu'est-ce que c'est une picture? C'est une liste d'instructions graphiques. Donc en fait, on passe par la méthode de dessin de WebKit de façon totalement classique, mais au lieu d'utiliser les appels de WebKit pour directement peindre, on les enregistre, on passe ça au trait de UI, et du coup on peut peindre dans l'UI, ce qui permet par exemple, pour tout ce qui est zooming ou scrolling de la page, on n'a pas à aller repasser à WebKit, à reparler au trait de WebKit, à attendre qu'il nous repeigne. Donc ça permet des interactions plus fluides, et ça permet d'éviter... le contenu est toujours présent, c'est une vue vectorielle, quoi. Alors, le problème de cette vue vectorielle, et je pense que si vous utilisez des téléphones Android, vous vous en êtes rendu compte, c'est que ça va dépendre de la complexité de la page. Si on a une page avec des instructions compliquées, que ce soit des instructions, soit beaucoup d'instructions, soit des instructions qui mettent du temps à être peintes, ça veut dire que la vitesse de scrolling va dépendre, ça va dépendre de ça. Et donc, de temps en temps, on va avoir des sites web qui vont scroller super bien, ça va être très fluide, et de temps en temps, ça va ramer. Alors certes, on évite le fait que le contenu, l'autre approche que je vais développer après, a d'autres problèmes, mais là l'intérêt c'est effectivement on a du contenu qui est toujours présent, le contenu est toujours n'est jamais flou ni rien, le texte est toujours précis, mais bon ça rame. Ce qui moi personnellement je suis pas très fan. Donc juste pour expliquer rapidement le concept du picture set, c'est imaginer que vous ayez une picture qui représente donc une page. Et si vous voyez sur cette page-là, c'est sur un site web de photos où ils ont cet élément en haut, où on peut cliquer sur les flèches et ça va bouger le contenu. Donc en fait, ça va générer un rectangle d'invalidation dans WebKit. On va uniquement peindre cette zone-là, mais en tant que picture. Et donc on se retrouve avec une picture set qui contient cette fois-ci 2 pictures. Donc quand on peint, on utilise ces 2 pictures pour peindre. Si on a une autre, si je continue à appuyer sur mes flèches, on génère une autre picture. Bon, on n'est pas idiot non plus, vu qu'elle intersecte avec celle qui est déjà présente,
on enlève la précédente. Donc le problème, comme je disais, c'est bien joli, mais c'est vraiment dépendant de la complexité du contenu qu'on va afficher. Et le gros problème, c'est pour ça qu'on a changé sur Honeycomb, c'est qu'avec la résolution de l'écran actuelle, ça ne monte pas en charge. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de pixels, mais faire du blitz, ça s'est pas beaucoup amélioré. Donc en fait, sur Honeycomb, on a décidé de... Grosso modo, on reste sur la même architecture, on a toujours nos picture sets, parce que l'intérêt, c'est que ça permet de peindre le contenu de façon rapide. Mais par contre, au lieu de générer des bitmaps à la volée, tout le temps, on va générer des tiles qui ensemble vont former notre contenu. Et on va tirer parti de cette notion de layer que j'ai présenté un peu avant. Donc sur la gestion de tiles, en fait, on commence sur la même architecture, on a notre picture set, on génère nos tiles, qu'on affiche au final. En termes de threading, on part de ça, on rajoute un thread de rendu qui va prendre les pictures, générer les tiles dans un autre thread. Donc si on prend une page web avec un contenu comme ça, on génère toutes ces tiles, on clip avec le viewport, et voilà, on a notre site web. Bon, évidemment, je ne vais peut-être pas rentrer trop dans le détail, mais bon, si quelqu'un est intéressé, on peut en parler plus après la présentation. Il y a énormément de choses en termes de quels sont les tiles qu'on veut afficher, qu'est-ce qu'il faut prioriser, recycler les textures, essayer d'utiliser le moins de mémoire possible, et tout ça. Donc on s'amuse, par exemple, je sais pas, un exemple très simple, c'est si on a une tile qui ne contient qu'une seule couleur, on ne va pas générer une texture, on va utiliser un shader pour directement peindre la tiles, et ça nous libère une texture. De la même façon, le fait qu'on ait cette notion de picture, on appelle ça des display lists, donc simplement une liste de commandes de dessin. On peut les analyser pour faire des optimisations. Par exemple, si vous avez que des images, c'est pas très intéressant quand le zoom factor change, on va pas s'amuser à repeindre la texture, on va réutiliser le zoom factor à 1 et on va laisser OpenGL faire ce qu'il sait faire bien, c'est-à-dire stretcher la texture. Et donc tout cet ensemble de techniques permet de sauver pas mal de mémoire. Et c'est vrai que c'est un peu le problème sur les plateformes mobiles, c'est que oui, les choses deviennent de plus en plus puissantes, mais le problème de mémoire et les problèmes de CPU ça reste toujours assez limité, surtout par rapport à ce qu'on leur demande maintenant. L'autre chose qu'on fait, c'est ces arbres de layers dont je parlais, qui sont vraiment pratiques pour obtenir une utilisation fluide au niveau UI, ça peut éventuellement générer énormément de layers. Parce que il y a certains des layers qui sont composités sur leur propre surface de façon intrinsèque. Donc par exemple si c'est un layer vidéo ou un layer qui a une transformation 3D. Mais si cet élément sur la page web en fait est très bas dans l'arbre DOM de la page web, toutes les surfaces, tous les éléments au-dessus vont automatiquement être eux-mêmes mis sur des layers parce que sinon l'affichage ne serait pas correct. Donc dans ces cas-là, ce qu'on essaie de faire, c'est prendre tous ces layers et les regrouper sur une seule surface. Donc le problème, alors c'est vrai que cette approche-là d'accélération matérielle, c'est un peu ce que tout le monde fait maintenant, mais il y a quand même le problème, c'est qu'on fait exactement la même chose que ce qu'on faisait avant, sauf qu'en plus il faut gérer toutes les textures, il faut gérer tout le pipeline, donc c'est plus de mémoire, c'est plus lent. Mais par contre, au niveau interaction, on est beaucoup plus fluide. Donc je pense que vous avez j'espère que vous l'avez pu réaliser sur ICS, sur votre téléphone. Normalement, le navigateur est beaucoup plus sympa à utiliser. En tout cas, j'espère. Donc au niveau des layers, comme je disais, on essaie vraiment de tirer avantage de ce concept de layer. Et le fait qu'on ait le fait qu'au lieu de demander à WebKit à chaque fois de repeindre un layer, le fait qu'on puisse avoir cette display list, cette liste d'instructions graphiques qu'on peut réutiliser pour repeindre,
Ça veut dire qu'on peut vraiment faire au niveau dans le UI thread, ou dans le thread de composition de génération des tiles, on peut décider oui ou non de merger plusieurs choses. Donc en fait, ça nous offre énormément de flexibilité. Et donc on s'est mis à utiliser des layers un peu partout. Un des premiers éléments qu'on a rajouté, c'était le support des éléments fixed position sur une page web. Donc c'est ces éléments, quand vous scrollez, qui restent au même endroit. Et en fait, le calcul de la position, c'est quelque chose de trivial à réaliser. Ce qui est gênant, c'est que quand on fait ça, ça invalide tout. Il faut aller redemander à WebKit de régénérer une page. Enfin, c'est très lent. Par contre, si ce même élément-là, on le met sur un layer, il suffit de à chaque frame où on scrolle, on recalcule la position du layer et ça marche. L'autre avantage, c'est ce que je disais un petit peu avant, le fait d'avoir ce concept de tiles, ça veut dire que quelle que soit la complexité du site web, on s'en fiche. Ça sera à la même vitesse, le scrolling, le zooming, tout marchera à la même vitesse. Donc, entre guillemets, il suffit de faire le travail une seule fois, de le faire bien, et n'importe quelle page, quelle que soit sa complexité, sera aussi fluide au niveau interaction. Alors, il y a quelques légers détails, et dans certains cas, ça ne marche pas, mais dans, on va dire 95% du temps, ça marche. Par contre, ça veut dire que de temps en temps, le contenu ne va pas apparaître immédiatement, parce que le site est plus lent à repeindre. Donc dans ces cas-là, ce qu'on essaie de faire, c'est on essaie d'avoir des tiles qui soient faites en plus basse résolution et d'utiliser celle-là à la place. Donc c'est pour ça qu'en fait, quand vous scrollez, même sur des sites compliqués, à première vue, vous ne devriez pas trop voir de contenu manquant. Mais si vous faites gaffe, certaines parties de ce contenu peut être floue. Donc les layers, ça nous a permis d'implémenter par exemple la vidéo HTML5 directement dans la page et non pas sur une surface séparée ou en plein écran. Donc les éléments fixes, comme je disais, même les iframes, on n'utilisait pas des iframes, mais ça marche aussi. Les éléments scroll, ça par contre c'est plutôt sympa. Donc c'est quand vous avez un élément qui est encapsulé dans un autre élément et qui est plus long, un peu comme l'exemple du début sur le New York Times. Il suffit simplement de rajouter overflow scroll dans votre div et automatiquement vous avez une surface qui va scroller et qui utilise la même gestion que la plateforme Android pour l'interaction du scroll, donc le même moteur de dynamique sur la position. On a les CSS 3D et on a même, ça sera probablement sur la prochaine version, le support des éléments fixes au niveau du background. Donc au niveau de l'utilisation de la WebView, ce qui est supporté, c'est un peu ce que j'expliquais avant, ces différents éléments. Donc au niveau du contenu web que vous pouvez afficher, on est très proche de ce qu'un ordinateur de bureau peut faire. Au niveau d'un téléphone mobile, par contre, il y a 2-3 choses qui sont sympas. Il y a le support du viewport MetaTag qui va permettre de fixer par exemple le zoom factor ou même de dire mon contenu va être de telle largeur. Donc c'est quand on vous parle de web apps par exemple, souvent c'est ce que les développeurs font. Ils limitent le contenu à une certaine dimension et le contenu du coup ne va pas scroller ou les utilisateurs ne vont pas pouvoir zoomer et ça va se comporter un peu plus comme une application. Et bon, c'est trivial à réaliser. Donc si vous voulez intégrer une WebView dans votre application, c'est assez simple. Il suffit d'écrire une classe Java. Vous ajoutez cette classe, vous la liez à la WebView, et ensuite vous pouvez récupérer cet objet-là au niveau JavaScript, envoyer des messages à travers JavaScript, et via un objet bridge, ça va repasser dans la classe Java et vous pouvez contrôler les choses. Donc, par exemple, là, si je veux afficher, si je veux utiliser une fonction qui va m'afficher un petit message toast dans mon application Android, je peux rajouter dans mon HTML un bouton
je lui dis d'exécuter la fonction showAndroidToast. Cette fonction va simplement appeler la fonction showToast, comme ça. Et du côté Java, en fait, il suffit de créer cette classe-là, d'implémenter la fonction showToast, qui en l'occurrence va afficher le toast. Et au niveau de votre vue web, vous rajoutez simplement cette interface JavaScript en instanciant une classe. Et vous passez le nom de l'objet et ça marchera. Alors il y a quand même un truc, c'est qu'il faut faire gaffe parce que c'est du contenu qui peut, ou du moins en théorie, avoir accès à n'importe quoi. Donc si votre application, tous les droits d'accès de votre application sont théoriquement accessibles de JavaScript, parce que JavaScript va pouvoir envoyer des messages sur l'objet Java. Java supporte l'introspection, et je vous laisse terminer la suite. Donc si vous voulez charger du contenu web, c'est très bien, ça marche. Si c'est du contenu qui est sur le web, que vous ne contrôlez pas, je ne sais pas si c'est exactement la bonne solution. Pour rajouter du contenu sur votre web, il y a des fonctions pour directement insérer du texte, mais vous pouvez faire d'autres choses un peu plus compliquées, comme vous pouvez même avoir un serveur local si vous voulez. Bon, ça va rajouter une permission sur votre application par contre. Au lieu de donner des ressources particulières qu'on va lire depuis par exemple la SD card ou quoi que ce soit, vous pouvez directement l'encoder en base 64, ça marche aussi. Donc votre contenu, alors c'est vrai que bon, je vous ai dit c'est super, on a une architecture bien, vous pouvez utiliser vos layers, on supporte plein de trucs, c'est pas non plus gratuit. Chaque layer va devoir générer des textures. En général, on travaille, ça peut changer, hein, c'est pas forcément, ça dépend peut-être de la plateforme, mais par défaut, la taille qu'on utilise pour les textures, par exemple, c'est 256 par 256. Donc, si vous pouvez limiter vos éléments à ce genre de taille, ça va limiter le nombre de textures que vous utilisez pour un layer, et du coup, ça va permettre de générer ces layers de façon plus rapide, etc. Mais en général, à chaque fois que vous avez un layer, ça va générer une texture. Je le répète, la mémoire, c'est pas gratuit, donc si vous pouvez éviter, c'est mieux. Maintenant, à l'inverse, avoir les layers, si vous voulez faire de l'animation, c'est exactement ce qu'il faut faire. Donc c'est bien aussi. Donc il y a un peu cette frontière entre, ben oui, c'est ce que vous voulez faire et ce que la plateforme peut faire. Et on a sur les navigateurs Android, vous pouvez accéder à un menu de debug en faisant about : debug. Et parmi les options de debug, on affiche tous les layers sur la page, donc vous pouvez un petit peu voir ce qui se passe au niveau graphique par rapport à votre contenu HTML. Donc je pense qu'une bonne méthode même pour votre application qui contient une vue web, c'est de tester sur le navigateur pour savoir un peu ce qui se passe. Les animations CSS, dont j'ai brièvement parlé avant, c'est super. C'est parce qu'en fait, on va les déclarer. Donc on les déclare en CSS. On peut aussi les appliquer dynamiquement. Mais la façon dont c'est fait, on va pouvoir récupérer ces animations-là, les envoyer sur le thread de UI, et du coup les calculer à la volée. Donc on calcule les positions à chaque fois qu'on change, qu'on veut afficher une nouvelle frame. Comparé à la méthode un peu plus classique qui est de faire tout ça en JavaScript, c'est beaucoup plus rapide. Donc je parle des layers, je en ai parlé beaucoup. Qu'est-ce qui génère des layers dans WebKit? Alors par défaut, c'est cette liste-là, c'est-à-dire si vous appliquez une transform 3D sur un élément, ça va devenir un layer. Si un élément vidéo, ça va être aussi un layer. Si le canvas est accéléré, bon, c'est pas le cas sur Android, ça deviendra un layer. Tiens, j'ai rajouté 2 fois la vidéo, mais bon, pourquoi pas. Et si vous appliquez une animation CSS, ça sera aussi un layer. Alors sur Android, on rajoute d'autres choses. Si vous avez des éléments fixed position, ça va être un layer. Overflow scroll pareil, iframe pareil. Canvas sera un layer, même s'il n'est pas accéléré. Et les fixed background, si vous amusez à avoir des fixed background sur vos divs. Donc, au niveau de l'animation, souvent ce qui se passe, c'est que les gens prennent un élément et disent bah, tiens, je vais changer les properties de cet objet, je vais changer son left and top. Et ça va être rapide. Ouais, ben ça va pas être rapide, parce que si c'est fait comme ça va pas mettre l'élément sur un layer,
Ça veut dire qu'on va passer par la validation de la picture set. Ça veut dire qu'on va dans WebKit, ça veut dire qu'on régénère les instructions, ça veut dire qu'on repeint la texture, qu'on doit recharger la texture sur la carte. C'est pas le plus rapide. Si on fait ça, simplement, l'élément devient un layer, et là, même changer les properties comme ça, left and top, ça va positionner l'élément sans avoir à repeindre l'ensemble des textures. Donc c'est beaucoup plus rapide, évidemment, que de repeindre les textures. On peut aussi, au lieu d'utiliser left and top, on peut simplement faire passer la translate 3D avec les bons paramètres. Ça marche aussi. Donc au niveau des animations, bon, la façon classique de faire ça sur le bureau, c'est ça. Ça, c'est pas bien. Faites pas ça. Parce que ça, ce que ça veut dire, c'est qu'à chaque fois qu'on veut animer, on va devoir aller dans WebKit, on va devoir exécuter du JavaScript. JavaScript va changer les éléments, va régénérer une picture set, il va nous renvoyer la picture set, on va avoir une nouvelle picture set, on va régénérer les textures, on va charger les textures à carte GL, et finalement on va avoir notre affichage. Alors ça marche, c'est pas si lent, mais c'est pas exactement le plus optimal. Cette même animation peut être faite comme ça. Donc on génère une animation WebKit, CSS Animation, on lui donne sa durée, on lui donne un début, une fin, les éléments qu'on modifie, on lui dit, bon, par exemple, si on veut que l'animation soit infinie, si on veut qu'elle démarre à partir de tel temps, etc., etc., il y a tout un tas de paramètres et d'attributs que vous pouvez utiliser. On peut aussi définir des timing functions, donc ça c'est assez sympa. En gros, c'est une courbe de Bézier qui va définir comment l'interpolation va se faire. Donc c'est comme ça que vous pouvez avoir par exemple une animation qui va démarrer vite et finir lentement. Et il y a tout un tas d'autres attributs qui permettent de contrôler ça. Là, c'est simplement une animation linéaire, ça va du début à la fin de la même façon. Donc sur Honeycomb, c'est là où on a rajouté cette accélération graphique. Avant Honeycomb, donc on n'a pas ce support de CSS 3D puisque tout est en software. Ça reste relativement rapide quand même, entre autres pour tout ce qui est redessin. Et à partir de Froyo, on a déjà rajouté le concept de layer. Donc tout ce que j'ai dit à propos des layers, en termes d'animation, ça reste vrai. Même si on fait du rendu en logiciel, on génère quand même des layers et ça reste bien plus rapide de simplement rejouer une display list en changeant sa place plutôt que de retourner dans WebKit, de refaire la validation, etc. etc. Je pense que vous commencez à comprendre. La vidéo HTML, on l'a rajoutée aussi dans Froyo, mais par contre ça ne fait que la vidéo en plein écran. Et quelque chose que peut-être les gens ne réalisent pas, mais quand vous utilisez une composant web, une WebView, il ne va pas forcément automatiquement passer en plein écran quand vous jouez une vidéo HTML5. Vous devez définir dans les settings de la WebView, définir un callback et répondre à ce callback et passer une surface vidéo pour pouvoir faire ça. Parce que c'est vrai que la WebView est un peu entre deux, parce que c'est vrai que c'est un composant, c'est une vue, c'est un composant dans votre application, mais pour faire du plein écran, il faudrait qu'elle ait accès à beaucoup plus d'autres choses. Donc le plus simple, c'est simplement de vous demander de nous fournir la vue vidéo sur laquelle vous voulez jouer la vidéo. Donc après Honeycomb, tout est accéléré. On est tout le temps en OpenGL. Donc vous avez tout ce qui est vidéo, voire même plugin, même si c'est un peu de l'histoire ancienne. Tout ça, c'est entre guillemets, c'est gratuit. Vous avez les CSS 3D. Les animations sont accélérées. Donc c'est ce que j'expliquais un petit peu avant. Du moment que vous déclarez vos animations en CSS, et comme je dis, c'est pas forcément. Vous pouvez aussi les déclarer à la volée en JavaScript, mais bon, aboutir sur des animations CSS. Donc tout ça est géré au niveau UI, donc ça sera le plus fluide possible et WebKit n'aura pas à intervenir. Et je crois que j'étais très rapide, mais bien plus que ce que je pensais, mais si vous avez des questions, je suis là pour y répondre. Oui ? Est-ce que donc les dons que vous avez exposés pourront être intégrés dans l'int ultérieurement ?
Donc, la question c'est est-ce que les choses dont j'ai parlé qui sont pas bonnes à utiliser, est-ce que ça pourrait être intégré dans l'outil Lint? C'est une bonne idée. Lint travaille plus sur les ressources des applications Android, donc ça dépend. Je suis pas sûr que ça soit facile à intégrer, mais c'est quelque chose qu'on peut réfléchir. Ouais. Oui. Aujourd'hui, Founder utilise la WebView Mm-hmm. sur Android et sur la plateforme. Entre les navigateurs natifs, en tout cas sur les versions pré et la WebView, on voit des différences de performance assez importantes. Et notamment, par exemple, on voit quand le navigateur natif appelle son reprendre, on voit une sorte de calariage, de damier, tandis que tout est repeint de force, par exemple, dans la WebView. Et je voulais savoir de quelle manière on peut influencer là-dessus au niveau de la WebView. Est-ce qu'on peut avoir les mêmes optimisations finalement dans la WebView que dans le navigateur natif? Donc la question c'est est-ce qu'on peut avoir les mêmes optimisations? Est-ce qu'il y a une différence entre la WebView que vous pouvez utiliser dans votre application et la WebView utilisée par le navigateur Android? Et est-ce qu'on peut avoir les mêmes paramètres que le navigateur Android? Eh bien oui, il suffit d'aller regarder les sources du navigateur, de regarder les différents settings qu'on utilise, et vous aurez les mêmes choses. Par défaut, par contre, on n'a pas tout à fait les mêmes attributs, parce que le souci c'est par exemple de conserver la mémoire autant que possible. Donc par défaut, on ne va pas forcément utiliser autant de mémoire que le navigateur, mais c'est quelque chose que vous pouvez configurer. Vous pouvez aussi, même après Honeycomb, avoir votre vue web qui soit rendue en software. Ça continue de marcher, et une façon de forcer ça, c'est de passer votre vue web comme une surface software. Donc il y a une API je me souviens bien, c'est set layer, où vous pouvez dire je veux que ce layer là, donc c'est au niveau de l'UI, au niveau du framework Android, ce ne sont pas mes layers. Mais bon, c'est un concept qui est assez courant dans ce genre d'interface, donc ils ont aussi des layers. Donc si vous faites ça en software, nous ce qu'on va recevoir, on va recevoir un objet canvas. Si on réalise que ce canvas en fait c'est pas un canvas accéléré, donc on n'est pas dans un contexte GL, on va faire le rendu de la même façon qu'on faisait jusqu'à Honeycomb. Enfin, de la même façon que jusqu'à Gingerbread. Donc tout sera fait en software. Ça peut avoir des avantages. Un des avantages, c'est que tout le contenu va être synchronisé. Donc si vous avez quelque chose, quand vous avez... il y a une vieille API qui est Picture Listener qui vous dit quand vous recevez une nouvelle picture. Quand vous recevez ça et que vous avez une vue WebView qui est en software, ce qui est affiché, vous êtes sûr que c'est ce que vous venez de recevoir. Par contre, avec une vue hardware, c'est pas forcément le cas, parce qu'on doit générer les textures. Donc entre le moment où on reçoit un nouveau contenu de la part de WebKit et le moment où vous le voyez à l'écran, il y a un petit délai. Donc il y a ce genre de choses. Aussi, si vous pouvez ne pas, ou si ça marche suffisamment bien en software, c'est probablement une meilleure idée de ne pas utiliser la version hardware pour des questions de mémoire. Et juste en question complémentaire, sur les documentations Google, c'est suffisamment expliqué pour pouvoir intégrer dans la WebView? Il y a de la documentation sur les web settings. Il faut regarder un petit peu la documentation. Les sources du navigateur sont aussi disponibles. Moi, je sais qu'en tant que développeur, j'adore pouvoir regarder les sources parce que, en général, c'est plus à jour que la documentation. Mais enfin, la documentation explique les choses, si je me souviens bien. Pour ce qui est des set layers au niveau de la WebView, c'est pas sur la WebView elle-même, c'est sur la view Android. Voilà. Oui. Mm-hmm. Comment on pourrait expliquer les différences de performance entre iOS et Android avec plus ou moins la même architecture? Donc la question c'est, si on utilise tous WebKit, pourquoi on a des différences de performance suivant les plateformes qui utilisent WebKit? C'est un peu ce que je disais au début. C'est sûr que ça utilise WebKit, mais WebKit travaille dans quelque chose qui est relativement abstrait, et tout dépend de la façon dont on implémente la partie qui n'est pas abstraite. Sur iOS, ils avaient la chance d'avoir une librairie qui existait déjà, qui s'appelle Core Animation, et ils ont pu réutiliser ça. Je ne suis pas dans le détail, de toute façon il n'y a pas les sources,
donc je n'ai pas pu regarder. Mais je subodore qu'ils ont utilisé cette librairie qui en gros permet d'avoir justement des textures, des animations et tout ça, pour implémenter les choses bien. Et ils sont partis de suite vers une accélération matérielle de la WebView avec un système de tiles. Nous, on était partis sur un système qui avait d'autres avantages, entre autres en termes de consommation mémoire, mais qui avait des désavantages, entre autres en termes de performance. Alors, c'est pas exactement. Alors, donc, la question, c'est est-ce qu'on converge vers une même architecture? À un haut niveau, oui, on converge vers une architecture qui est similaire, mais dans le détail, pas vraiment, parce que, alors, quand je dis que c'est similaire, oui, c'est-à-dire que on utilise des tiles, ce qui nous permet d'avoir une vitesse de rendu qui soit constante. Mais au niveau du détail, c'est pas tout à fait la même approche. Entre autres, autant que je sache, sur iOS, quand une tile doit être générée, ils vont demander à WebKit de peindre la tile, alors que nous, on a ce système de display list qu'on peut rejouer, qui nous évite d'aller demander à WebKit de régénérer du contenu. Et ces display lists sont aussi intéressantes parce que ça nous permet de les analyser et de faire des choses un peu plus compliquées. Et c'est pour ça que sur iOS, je pense que c'est pour ça que sur iOS, par exemple, ils n'ont pas utilisé énormément le concept de layer pour rajouter des fonctionnalités un peu avancées au niveau des composants web, au niveau des éléments HTML qui supportent, comme les fixed position, etc. Mais ils ont commencé à rajouter des choses. Donc, sur les dernières versions d'iOS, si je me souviens bien, ils ont rajouté le support des overflow scroll, par exemple, et qui ont l'air de tourner rapidement. Donc, je pense que ça doit utiliser un layer. Oui. Pardon? Oui. Oui, donc la question c'est est-ce qu'on va bosser sur Jelly Bean? Donc la réponse est oui, on va continuer à bosser sur Jelly Bean. Et oui, la WebView va être un peu plus améliorée et va être un peu plus rapide. En gros, c'est une continuation de du travail qu'on a fait sur Honeycomb et sur ICS. Mais on va justement pouvoir un peu plus. C'est vrai que sur Honeycomb et ICS, ça a été vraiment dégrossir le gros de cette architecture, faire en sorte que ça marche sur des téléphones. C'était un peu, ça se rajoutait avec le travail qui a été fait dans le reste du framework Android pour rajouter l'accélération matérielle. Ce qui veut dire que d'un coup, on n'avait pas énormément de RAM. Donc il y avait toute cette problématique et le fait qu'on est dans un système qui est multitâche, il faut coopérer, il ne faut pas être trop gourmand dans ce qu'on peut avoir, etc. Donc il y avait tous ces ajustements. Et je pense qu'on arrive maintenant sur ICS à quelque chose qui tourne bien. Et Jelly Bean, ça va être... maintenant qu'on a quelque chose qui est relativement bien et qui est stable, on va continuer à travailler dessus, continuer à utiliser cette architecture pour améliorer les choses. Donc ça va être correction de bugs, quelques petites fonctionnalités qu'on va rajouter, mais relativement peu. Et ça va être surtout en termes des meilleures performances et moins d'utilisation mémoire, etc. quoi. Oui. C'est encore à propos de la oui. Par rapport à l'application Android Chrome, oui. on remarque aussi des différences de perf, Mm-hmm. notamment d'animation JavaScript qui sont vraiment plus fluides côté application Chrome. Mm-hmm. Comment vous expliquez ça déjà et est-ce qu'on va pouvoir profiter de ça dans la WebView, dans le navigateur par défaut? Donc la question c'est pourquoi on a des différences entre l'application Android Chrome et le composant web Android. Pour le moment, ce sont des implémentations qui sont un peu différentes, mais évidemment qui sont relativement proches parce qu'on utilise WebKit là aussi, on utilise le même moteur JavaScript, etc. Mais comme je l'ai dit, il y a une part assez importante de WebKit qui dépend de la façon dont on implémente la plateforme. Chrome a la chance de pouvoir updater assez rapidement avec un cycle assez court. Donc ils ont une version de WebKit qui est un peu plus récente que la nôtre, par exemple. Et ils ont une architecture de rendu qui est un peu différente aussi, similaire mais un peu différente, qui dans certains cas est plus rapide, et dans d'autres un petit peu moins, mais grosso modo, moi je trouve vraiment ce qui est bien, c'est qu'ils peuvent envoyer des nouvelles versions avec un cycle de développement assez court, alors que en tant que composant du système, on est limité par le cycle de release d'Android. Vous travaillez quand même en collaboration et vous pouvez profiter
améliorations sur Donc, bon, la question c'est est-ce qu'on collabore avec l'équipe Chrome? Bien évidemment. Moi, j'ai des réunions toutes les semaines avec eux. Et puis la collaboration va dans les deux sens. C'est des choses que nous on a pu défricher du côté Android, on a pu un peu les aider, et vice versa. Il y a certaines choses qu'ils ont faites au niveau Chrome qu'on a pu réutiliser. Oui. On parlait, dans la présentation, il y avait des détails qui étaient donnés sur le fait qu'il ne fallait pas modifier le jeu parce que ça impliquait que le WebKit recalcule ou régénère ce qui va être. Est-ce qu'il y a aujourd'hui encore des choses importantes qui restent à proscrire pour obtenir une application plus rapide? En fait, qu'est-ce qui peut nous aider, qu'est-ce qu'on peut supprimer de nos applications pour les rendre plus rapides? Donc la question c'est est-ce qu'il y a vraiment des choses à ne pas faire en termes de modification du DOM ou de rajout d'éléments ou au niveau CSS. Je pense que la règle de base c'est autant que possible utiliser des layers. Utiliser des CSS animation parce que ça nous permet de les exécuter sur l'UI thread, on n'a pas à parler à WebKit, donc c'est beaucoup plus rapide. Il y a un truc qu'il faut aussi réaliser, c'est que si on a un élément qui n'est pas composité, qui n'est pas sur sa propre surface, et qu'on le fait passer sur sa propre surface, ça veut dire qu'on va devoir repeindre la surface de base, et ensuite repeindre un layer pour ça. En soi, c'est pas forcément gênant, mais si on s'amuse à le faire tout le temps, c'est-à-dire qu'on prend cet élément, on le met sur une surface, on le bouge, et puis ensuite on dit finalement on n'en veut pas, on le remet sur la surface de base, et puis 50 millisecondes après on dit bah non finalement je le remets sur... Bon, ça génère une charge de travail, donc c'est pour ça que j'utilise un petit peu sur un des slides, et, si vous pouvez le laisser sur un layer c'est mieux, parce que ça évite ce genre de choses. Aussi, je ne sais pas si je l'avais dit sur un slide, mais le fait qu'en software, en rendu software, on a aussi le concept de layer, c'est assez intéressant parce que en software, c'est quasiment gratuit. Parce qu'en fait, on a cette display list qui contient la représentation graphique de la page. Le fait qu'une partie de la display list soit conceptuellement dans un layer, ça ne change pas grand-chose. Par contre, ça nous permet de les dessiner de façon plus rapide. Donc dans certains cas, utiliser une WebView qui marche en software sera plus rapide que d'utiliser une WebView qui est en hardware. Oui. Donc la question c'est est-ce qu'on va aller plus vers donner des API qui seraient accessibles de JavaScript dans la WebView et des API plateforme. Je pense pas qu'on aille vers là, mais bon, comme je l'ai un petit peu montré, c'est très facile à rajouter, avec ce caveat qu'au niveau sécurité, si vous exécutez du code qui n'est pas le vôtre, vous pouvez avoir des surprises. Parce que, au moins en théorie, ça peut être une brèche de sécurité parce que le JavaScript pourrait éventuellement exécuter ou avoir les droits d'exécuter tout ce que votre application a le droit d'exécuter. Mais par contre, si c'est vous qui fournissez le JavaScript et le contenu HTML, n'hésitez pas. Parce que c'est très simple d'avoir un objet bridge qui vous donne accès à quoi que ce soit. Je pense que alors donc la question c'est est-ce que je préfère HTML5 ou natif? Ça dépend vraiment. Il y a certains cas où je pense qu'une application HTML5 est une excellente idée, parce que ça permet d'avoir une update facile, ça permet éventuellement de réutiliser cette partie du code sur plusieurs plateformes différentes. Ça peut être aussi plus simple à faire suivant les compétences, donc ça peut être très bien. D'un autre côté, dans certains autres cas, c'est assez évident qu'utiliser la plateforme native aura un résultat qui sera peut-être plus poli, enfin qui sera peut-être plus fini au niveau de l'interface utilisateur. Ça dépend vraiment du contexte. Évidemment, utiliser le framework natif, dans certains cas c'est plus compliqué, donc bon, il y a aussi cette différence. Oui.
Alors donc la question c'est, est-ce que toutes les techniques que j'explique un petit peu, et entre autres le concept de layer que j'essaie de défendre, est-ce que ça ne va pas justement poser un problème en termes de réutilisation de ce code HTML JavaScript sur d'autres plateformes? Alors je ne connais pas trop au niveau Microsoft exactement leur architecture. Je crois qu'ils ont plus une approche qui essaye d'accélérer les opérations graphiques individuelles plutôt qu'un concept de layer. Par contre, sur iOS, ils ont ce concept de layer. Et autant que je sache, c'est utiliser un layer sur iOS est quelque chose d'assez courant parce que, bah oui, de la même façon que pour nous, ça accélère énormément l'affichage. Donc, dans certains cas, si vous utilisez une WebView Android et si vous utilisez par exemple une WebView qui est en software, vous allez peut-être générer énormément de layers et ça va être très bien sur Android, ça va l'être moins sur iOS parce qu'ils vont, je sais pas, je connais pas leur implémentation dans le détail, mais je peux imaginer qu'il n'ait plus de texture disponible. Ce qui peut aussi arriver sur Android si vous utilisez la vue accélérée. Mais à part ces cas-là, si vous avez simplement suivant les éléments que vous voulez animer, si vous les mettez sur un layer, je pense que c'est au contraire une technique qui marche relativement bien cross-platform. Oui. En termes d'outils, etc., optimisation, pour faire des web apps, Donc la question est, est-ce qu'il y a des outils à recommander pour le développement d'applications HTML5 sur Android? Moi, en règle générale, ce que je fais, c'est que je développe les choses sous Chrome, puisque c'est relativement, il y a pas mal d'outils pour faire des choses sympas. Et bon, le fait qu'on utilise WebKit, ça permet la plupart du temps de réutiliser telles quelles les choses. Au niveau du navigateur Android lui-même, on a quelques options de debug qui peuvent aider. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous tapez about, debug, et que vous allez ensuite dans le menu du navigateur, vous aurez un menu debug qui apparaît avec plusieurs options qui peuvent ou non être intéressantes quand vous développez une application. Je crois qu'il y a deux, trois de ces techniques qui sont expliquées aussi dans les documentations Android. Entre autres, on peut utiliser un objet console pour envoyer des indications, etc. Oui. J'aurais aimé savoir en fait comment est géré le zoom au niveau de la webview. Donc la question c'est comment est-ce que le zoom est géré dans la WebView? Je peux expliquer pendant longtemps, mais bon, en gros, on reçoit les touch events, on interprète ça, on détermine un scale factor, on passe ça au niveau WebView et on régénère l'ensemble des textures qu'on a besoin pour être à la nouvelle au nouveau facteur de zoom. Alors, il y a 2-3 astuces, par exemple, quand on commence à faire le zoom, on modifie simplement la matrice de transformation des textures qu'on affiche à un instant donné. Donc zoomer est entre guillemets gratuit, puisque la carte OpenGL va faire son boulot. Et puis au bout de 200 millisecondes, si vous n'avez pas touché quoi que ce soit, là on va commencer à envoyer des textures, des demandes de génération de textures. Et une fois qu'on a toutes ces demandes-là, et que si le facteur de zoom n'a pas changé, on va switcher et afficher le nouveau contenu, normalement à la bonne résolution. Voilà. Oui. Est-ce que vous savez si les frameworks type jQuery ou alors Sencha ont mis en place ces recommandations? Donc la question c'est est-ce que, si je sais si les frameworks de type jQuery ou Sencha ont des recommandations spécifiques pour Android. Je sais que nous personnellement on a fait pas mal d'efforts pour faire en sorte que ces deux frameworks, Sencha et jQuery, marchent plutôt bien avec les dernières versions. Le problème c'est qu'effectivement si vous visez par exemple Honeycomb, il y avait plusieurs bugs qui ont été corrigés depuis, mais bon, donc suivant votre version d'Android ça peut être gênant. En règle générale dans ces cas-là, autant rester dans les fonctionnalités relativement simples, parce qu'elles ont plus de chances de marcher. Maintenant, sur les dernières versions d'Android, sur ICS, ces deux frameworks marchent plutôt bien. Autant que je sache, ils marchent aussi bien que sur iOS. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un moyen d'utiliser une WebView qui utilise
Donc la question c'est est-ce qu'il n'y a pas une façon de bidouiller et d'avoir une WebView qui utilise la dernière version de WebKit comme Chrome. Non, en l'occurrence ce que Chrome fait c'est assez bourrin. Ils prennent tout. Donc toutes les librairies qu'il y a sur le système qu'ils utilisent, ils ont une copie à eux. Donc c'est beaucoup de mégaoctets de données. Donc techniquement vous pouvez le faire. Mais faut-il encore que vous ayez à disposition une nouvelle version de WebKit et une nouvelle version du système. C'est des techniques. Je pense que techniquement c'est possible. Vous pouvez éventuellement prendre, au moins en théorie, prendre les sources de ICS et réutiliser ça. Mais ça a l'air d'être. Moi, j'attendrai la prochaine version. Mais oui. Alors, donc la question c'est est-ce que utiliser cette approche-là, donc utiliser des sources et embarquer tout ça dans votre application, ça serait bien parce que ça permettrait de garantir les performances. Pas vraiment parce que souvent on utilise en l'occurrence pour ce qui est de la WebView, on collabore assez étroitement avec le reste du framework Android. Les choses changent, les choses évoluent. C'est pas forcément garanti que le code qui existe sur ICS va pouvoir tourner même sur Honeycomb. Sans parler des questions au niveau des compatibilités de driver OpenGL, etc. Donc par exemple, si ça serait porter le code ICS sur je sais pas moi, sur un téléphone Gingerbread, oui, c'est théoriquement possible, mais ça me prendrait probablement 3-4 mois. Et je connais bien le source. Donc je sais pas. Moi je recommanderais pas ça. Bon, plus de questions. Merci d'avoir attendu ce talk et puis